Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre fabuleux podcast Au cœur de la performance. C'est un épisode un petit peu particulier puisqu'on a la chance d'être invité dans ce magnifique labo. D'ailleurs, on l'a visité avec JB pendant à peu près 1 heure. Il nous a montré toutes les facettes de ce bijou. On a tout filmé. Vous pourrez le voir en lien sur notre plateforme, donc aucun problème. On est ici, notre podcast s'appelle Au cœur de la performance et je crois qu'on ne pouvait pas mieux tomber. On ne pouvait pas mieux tomber parce qu'on relie à peu près, on est au centre de la performance ici. JB, merci beaucoup de nous inviter. C'est un honneur pour nous de venir jusqu'à toi. Pourquoi? Parce que tu es entre l'enseignant, le chercheur, le préparateur physique, l'entraîneur. Et ça, c'est extraordinaire pour des gens comme nous. J'ai eu la chance de te rencontrer il y a plus de 10 ans où j'étais venu me former à Nice sur le fameux profil force-vitesse. Alors, on n'est pas là pour parler des profils force-vitesse toute la soirée. Et pour moi, c'était une révélation. Euh, J'avais connu 2 personnes comme ça dans ma vie. C'était Gilles Cometti quand j'ai fait mon DU il y a plus de 25 ans et toi. Donc d'abord, je te remercie. Merci. Et merci pour l'invitation. Les amis, c'est parti. Ouais. Merci encore de nous recevoir ici. On va essayer de couper un peu le podcast du coup en 3 parties. Une première partie force où avec Paul on a, je pense, beaucoup de questions à poser. Moi j'aimerais justement introduire un peu avec l'actualité, on va dire des dernières recherches, etc. qui concernent du coup un peu toutes les sortes de locomotion sur le trail, le triathlon, le sprint de manière générale. Donc si je peux commencer pour introduire, quel peut être le sujet transversal autour de la force Ouais. à toutes ces différentes disciplines. Qu'est-ce qui peut les lier sur l'aspect force Ouais, et, alors c'est très intéressant parce que on va faire un transversal entre des efforts de 100 mètres et des efforts de 100 kilomètres. et- Et a priori, il n'y a rien de commun. Et en fait, il y a énormément de choses communes. Le principe de base du mouvement, c'est que tu produis de la force, tu l'appliques sur un support, le ouais, sol en l'occurrence, et ce support, il va répondre à ta force. Et ça va te propulser. Et donc, que ton objectif, ce soit 9 secondes 50 au 100 mètres ou ton Ironman en 9 heures, c'est commun, la propulsion. Et ce qui, je trouve intéressant, c'est la propulsion de la force, c'est un fait. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la transmission de cette force. C'est-à-dire, en fait, la qualité de ton corps à bénéficier de la force que le sol va te rendre. Et ça, c'est crucial en sprint, dans les sports co, dans toutes les locomotions. Et il y a des gens qui ont une très bonne transmission de la force et d'autres qui ont une très mauvaise transmission de la force. mm, Et la différence entre les deux, c'est que tu vas perdre de l'énergie et que donc ton mouvement, à force produite égale par tes muscles, ton mouvement va être moins efficace. Et ça, c'est le gros point commun. Et ça ok, va passer par 2 endroits du corps, hein. Ça va ouais, passer essentiellement par le pied, la cheville, le membre inférieur, et par l'étage qu'on oublie un peu souvent, le tronc, parce que mm, c'est lourd, il y a beaucoup de structures. mm. Et pour faire simple, si tu transmets pas bien les forces, tu seras moins efficace. Tu veux réagir peut-être sur justement cette partie stabilité qui Oui, peut te... et ben par rapport au pied alors, parce qu'il y a plein Ouais. de recherches là qui sont en train Mm. de sortir, Ouais. qui émergent, notamment avec Romain Tourillon, qui est un expert, qui plus est français, du pied. Comment en fait on peut, comment dire, comment on peut transférer ou un préparateur physique Mm. pourrait s'intéresser de ces recherches qui sortent pour le transférer dans sa pratique, parce que on voit bien que c'est des choses qui sont faites en laboratoire, dans les évaluations, etc., Mm. mais que ça a une grosse incidence au final sur la performance. Et là, les chiffres sont ressortis, hein, de Mm. ces études-là. Je l'ai lu en plus il y a 2, 3 semaines, Ouais. que ça expliquerait 30% de la variance d'une accélération, d'une vitesse maximale, d'un saut vertical, etc. Et comment un préparateur physique, Ouais. sur son travail du pied, pourrait l'intégrer dans son modèle? Parce que généralement, les chercheurs, vous les chercheurs, Ouais. même si vous êtes des praticiens aussi, vous allez souvent vous zoomer sur une partie, en l'occurrence Ouais. le pied, et quand on est préparateur physique, on doit l'intégrer dans un modèle d'entraînement bien plus large. Ouais. Et toi, comment tu pourrais répondre à un préparateur physique jeune qui veut Ouais. l'intégrer dans son modèle? Alors pour moi, c'est très important. Il faut que les gens comprennent, la science zoom, c'est obligatoire. Parce qu'en fait, si tu veux étudier quelque chose, par définition, tu sais, la phrase toute chose égale par ailleurs, tu dois contrôler tout le reste. Donc si tu veux étudier l'effet de la force du pied sur ta performance, tu dois essayer de contrôler tout
pour que ce que tu expliques, ça ne soit que la force du pied. Mais un préparateur physique, il fait l'inverse, il l'intègre. C'est-à-dire qu'en fait, certes, il doit s'intéresser au pied, mais il doit s'intéresser à d'autres muscles, il doit s'intéresser aussi à l'environnement de l'athlète, etc. Donc l'idée, c'est de dire, ça va être une pièce de ton puzzle. Moi, je raisonne beaucoup avec le système du puzzle, de dire, ça va être une pierre à ton édifice, mais les résultats montrent que c'est une pierre importante. Et donc, si tu identifies chez tes athlètes qu'il y a un manque de ce côté-là, tu as une carte à jouer pour avoir un puzzle le plus complet possible. Tu vois, il manque cette pièce-là. Et par expérience, j'ai fait un peu de prépa en foot et en basket, tu as des athlètes qui ont un complexe pied-cheville qui est absolument pas fort, et leur pratique, leur mouvement est différent à cause de ça. Et donc là, tu vas intégrer les résultats de la recherche, parce que c'est jamais la recherche qui dicte le comportement du prépa. La recherche, elle l'informe. Si le prépa décide, alors il peut utiliser les données de la recherche. Et parfois, il y a des athlètes, indépendamment de tout ce qu'on montre dans nos recherches, à qui je dis, le profil force-vitesse, le muscle du pied, c'est pas votre problème. Le problème numéro 1, par exemple, c'est la mobilité de cheville ou la mobilité de hanche de votre athlète. On se préoccupera du pied. Donc l'idée, c'est ça. Ou le plaisir à l'entraînement, C'est de- peut-être. Par exemple. D'autres choses. Souvent, on non, l'oublie pas mal. bien sûr, on est sur du macroscopique. Mm. Donc voilà, simplement, la recherche, elle te fait une sorte de listing de, OK, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour adresser ce problème-là? Et là, tu vas aller voir plusieurs études, sachant que dans nos études, sur le pied, c'est très pratique en fait. C'est un protocole d'entraînement. Si D'accord. demain, tu décides d'activer cette touche-là, le protocole, il est clé en main. C'est-à-dire D'accord. qu'on te dit, ce protocole-là, chez cette population-là, a fonctionné. Si tu décides, normalement, si tu décides de faire la même chose avec des gens à peu près similaires, tu vas avoir les mêmes résultats, normalement. Et après, tu passes à l'action. En simplifiant encore ce que dit Polo, tu te retrouves, JB Morin, 55 ans, préparateur physique préparateur physique en club. Comment tu le screens? Donc dans 20 ans à peu près. Ouais, Comment je screen quoi? Le pied? le pied. Alors ça, c'est une super bonne question et je le fais déjà. C'est-à-dire que Ok. j'ai des athlètes, je m'occupe par exemple d'un coureur de trail. Ok. Je ne peux pas utiliser le matos, même si des fois on se voit ici. Ouais. Comment je le fais? Première chose, je vais demander des efforts explosifs, Ok. pieds nus, et je vais filmer l'athlète au ralenti. C'est-à-dire que je vais me servir de mon téléphone ou de ma tablette, D'accord. des 240 images secondes que j'ai, pour voir l'intensité de la déformation que ce que je lui demande provoque. Par Ok. exemple, des sauts verticaux sur l'avant du pied, et tu regardes combien il déforme en demandant d'être le plus raide possible, D'accord. comment ça se déforme. Deuxièmement, il y a des tests cliniques qui permettent d'avoir une bonne idée de la force. On parle des fois de la santé pied-cheville. Ok. Donc ces tests cliniques-là, ils consistent à faire des flexions. Alors il y a un test très célèbre qui est le nombre de flexions sur un pied. Moi, je l'ai un peu modifié parce que dans ce test-là, on ne se tient pas à quelque chose. Parce que si les gens sont forts et qu'ils se tiennent, ils vont faire 300 reps, tu vois. D'accord. Donc on ne se tient pas. On est sur l'avant du pied. Et ça inclut un peu toutes les qualités de posture globale. D'accord. Et j'ai maintenant, moi, des repères temporels ou des repères en nombre de reps, 20, 30, 40. Voilà. Après, il y a un test tout simple, c'est la station debout sur un pied, sur l'avant du pied. C'est un peu Koh-Lanta, mais mine de rien, combien de temps tu peux rester comme ça? Ok. 30 secondes, tu pètes. 1 minute, tu pètes. 2 minutes, tu tiens. Et ça me donne, moi, des standards cliniques. D'accord. Mais plus je les utilise et plus je teste, et je tiens à remercier les étudiants STAPS que j'ai en formation, parce que c'est un peu ma base de Les cobayes. réflexion quand j'ai pas beaucoup d'athlètes de haut niveau à gérer. Ouais. Et ça marche vraiment bien. Ok. Et partant de là, j'ai des outils de réflexion. Magnifique. Ok. Donc il y a pas mal de tests. Au final, il y a le rebound, il y a Ouais. le footlift ou le single leg stance, mais avant-pied, c'est ça? Ouais, c'est ça. Plutôt C'est-à-dire que c'est avant-pied? un peu modifié parce que si Ouais. tu suis les recommandations des études cliniques, c'est fait pour des populations générales. Donc, Mhm. quand on te dit que une personne en bonne santé, elle commence à faire 20 flexions complètes, ça, la plupart des sportifs, même ceux qui ont un mauvais pied, Mhm. bon, ils le font sans problème. Donc, c'est Ah pas oui. adapté. Le single leg calf raise, là, Je- on parle. ouais, voilà, ouais, D'accord. le single leg, on s'est amusé l'autre jour avec une étudiante qui m'ont un peu chauffé les étudiants. Elle est montée à 95 reps. Moi, Ah j'ai oui. lâché à 95. On s'est fait un match. Donc, ça n'a pas de sens. Non. Parce qu'on avait pris un appui, on avait tout, on n'était que sur notre triceps. Donc, je le modifie un peu pour qu'il soit un peu plus discriminant. Mhm. Et puis après, je crois beaucoup dans l'analyse vidéo basse fréquence sur, par exemple, un départ en sprint. Tu demandes à quelqu'un de partir en sprint en position de fente avant, c'est un des tests que je fais, et tu regardes comment son pied se comporte au sol.
soit son pied, il a la force, alors quand je dis son pied, c'est pied-cheville. Complexe. Soit il a la force de ne pas se déformer et transférer la force, soit il s'écroule complètement, il se déforme dans toutes les directions. Et puis là, tu te dis, ben voilà, il manque quelque chose. Sans avoir à faire aucune mesure. C'est Ouais, du c'est ce que je veux dire. qualitatif, c'est du Ouais. clinique. Mais moi, j'y crois et Mm. j'ai beaucoup de collègues ou même des gens sur le terrain. S'il n'y a pas de chiffres, s'il n'y a pas une étude scientifique Ouais, tout à derrière, fait. on n'y croit pas. Mm. Si tu raisonnes comme ça, tu sors jamais de ton bureau. Enfin, tu fais jamais rien. Quoi. Ouais. Donc on essaye de C'est trouver moins du plaisant. qualitatif de bonne qualité. Voilà, D'accord. on peut le résumer comme ça. Et c'est hyper Magnifique. intéressant de regarder les vidéos. Ouais, Je ouais. continue. Clairement. Des sprinters. Alors, éversion, inversion, de quoi on a besoin au départ. Moi, Ouais. je trouve ça hyper intéressant de voir qu'en fait, l'éversion, il y en a besoin Mhm. à certains moments, notamment sur les phases d'accélération. Ouais. Et ouais, enfin, j'adore regarder la qualité de mouvement aussi. Bon, c'est une partie de la réponse Ouais. lorsqu'on screen. Ouais, Et c'est tu vrai. t'aperçois notamment que, par exemple, on passe beaucoup de temps en appui sur le gros orteil, y compris en football, y compris en basket, Mm. et que ça justifie de s'intéresser à uniquement la Bien sûr. force de ce gros orteil. Ah ouais. D'où Bien certains sûr. exercices. J'ai fait un petit réel sur Insta de la séance pied qu'on a fait, où tu vas faire des Ouais, j'ai montées vu, ouais. talons, sauf que tu vas faire tes montées talons sur ce qu'on appelle le premier rayon, c'est-à-dire gros orteil, premier métatarsien. C'est pas la même chose. Hein. Ouais. Mais par contre, tu vas Magnifique. renforcer spécifiquement cette zone-là du pied. Magnifique. Et donc, point de départ, au final, c'est aussi un œil aiguisé et un peu d'empirisme Ah, pour le, essayer le d'avancer. point de départ, pour moi, le point de départ, c'est une pratique personnelle Ouais. hyper diversifiée. J'ai Ouais. dû faire 10 sports en compétition. Parce que tu peux pas, c'est pas possible en fait. Tu peux pas bien interpréter le mouvement Totalement d'accord. sans avoir au minimum pratiqué. Et surtout, une pratique du coaching, c'est-à-dire de la réponse des gens face à ce que tu fais, importante. Que j'ai eu avant ma période de doctorat et que j'ai rechopé depuis maintenant 4-5 ans, où je me remets sur le terrain avec des athlètes. Parce que, en fait, cet œil-là, tu ne l'apprends pas à la fac, Non, en non, fait. Hein, donc, et c'est important. Ça va un peu à l'encontre de ce que disait Arrigo Sacchi. Ouais, Sacchi, je sais pas exactement, Ouais. le coach italien qui disait qu'on n'avait pas besoin d'être Ouais. cheval pour être un bon jockey. Mais moi, je Ouais. suis partisan quand même de ça, d'avoir au moins conscientisé sur soi Ouais, ces ouais. choses-là. Et on revient à la Après, conscience. voilà, quand tu compares le cheval et le jockey, c'est un peu une extrapolation de ça, parce que l'idée, c'est quand même bien, tu vois, de connaître la pratique. Ouais. C'est pour ça, par exemple, les étudiants, je te donne un exemple tout simple, dans mes cours de L3, je leur dis, hein, vous ne quitterez pas le diplôme sans avoir fait soit un 400 mètres à bloc, soit un 12 x 30 mètres à bloc. C'est pas possible que vous alliez être prépa physique dans n'importe quel sport sans jamais avoir vécu un effort lactique à plus de 15 millimoles de lactate, un truc tout blanc, envie de vomir. C'est pas possible. Donc, si mes collègues le font pas, vous êtes sûr, avec moi, vous allez le faire. Et ils le font, hein, il y en a, c'est leur premier 400 de leur vie. Ouais. Voilà. Et je peux te dire qu'après, leur vision d'un effort lactique, automatiquement, elle est changée, en fait. Et s'ils le font pas, je pense qu'il y a des gros risques qu'ils ne sachent pas ou qu'ils fassent mal faire de l'effort lactique aux gens parce que ils sauront pas exactement de quoi ils parlent. Les ressentis, ouais, attendus. En Même effet, si les ils effets ont attendus. appris tous les chapitres de bouquins sur le lactate, pas de problème. La Mais- vraie sensation, la chair, quoi, l'incarnation de l'effort, c'est quand même important. Hein. Nous, on se rend compte, on n'est pas là pour parler de notre formation, pas du tout, mais dans tous les étudiants qu'on accueille, il y en a beaucoup qui ne sont pas du terrain. Et ceux-là, 10 ans après, ils n'ont pas fait carrière. Ouais, mais ça me choque pas du tout. C'est une évidence. Alors par contre, il faut pas prendre le contre-pied de dire il y a que le terrain qui est vrai. Mais pour moi, c'est ce que j'appelle un ticket d'entrée. Ça veut dire que tu peux pas être crédible. Et c'est pour ça que 10 ans après, ils n'ont pas fait carrière, en fait. Parce que on a dit, moi je dirais pas de nom aujourd'hui, mais moi j'ai vu des préparateurs physiques de très haut niveau en football pour l'échauffement des joueurs ou des joueuses à qui ils ont affaire, leur faire des passes à la main, c'est-à-dire, tu sais, l'échauffement, des passes plat du pied, renvoyer le ballon à la main. En soi, on peut me dire, mais on s'en fout complètement, parce que c'est pas ça sa spécificité. Lui, ça va être ça ou ça. Mais moi, je suis dans le stade et je vois le préparateur physique et je te garantis, hein, les filles ou les garçons, Tu vois tout de suite. sans déconner. Dans l'exigence, Moi, j'ai qu'ils joué vont beaucoup au basket. percevoir Je suis désolé, même si tu es le meilleur préparateur physique du monde et que tu vas me faire avoir la même carrière, le fait que tu puisses pas jouer avec moi à mon sport ou être crédible sur certains mouvements de mon sport, il va manquer quelque chose. Attention, je dis pas qu'il faut être tout le temps spécialiste, mais ça Faut les m'étonne bases. pas que C'est impressionnant. les gens perdurent pas. Ouais. C'est pour ça que moi, les jeunes qui m'ont le plus impressionné dans ma carrière, c'est les jeunes qui ne venaient pas du sport dans lequel ils ont percé professionnellement, mais pendant leurs études STAPS, ils se sont inscrits dans un club. Ils sont allés. J'ai vu un triathlète, s'inscrire dans un club d'haltérophilie à Saint-Étienne, parce qu'il a vite compris que pour être crédible au rugby,
ou au Ouais, football. ouais. Altéro. Eh oui. Eh ben, le gars, il a fait quoi? Ouais. Il s'est mis sa race, il s'est pris les courbatures, mais à la fin de l'année. Alors, évidemment, au club d'haltéro, c'était le débutant. Mais à la fin de l'année, quand il est allé dans un club de rugby et que je l'ai revu en stage, les mecs, ils m'ont dit, ouais, il est super, il est carré. Bien sûr, il n'a pas les mêmes niveaux de force que les autres parce qu'il vient du Bien sûr. triathlon, Mais c'est sur mais une Mais la technique est. voilà. Ouais, la Mm. technique eh ben, est ça, là. c'est la clé pour moi. Ouais, t'as fait. T'as fait. Totalement d'accord. Si je rebondis un peu là justement sur vivre un peu ces choses et si je reprends l'exemple d'un 400 ou d'un 12x30 et que je fais le lien un peu justement avec cette perception aussi de la biomécanique et justement ces pertes un peu de position qu'on peut avoir sous fatigue, comment on peut justement aussi avoir ce qualitatif mais aussi sous cet aspect un peu fatigue Ouais. et comment la force justement et ce travail de force peut arriver à nous guider dans comment on approche pas seulement la fraîcheur mais aussi l'aspect un Ouais. peu fatigue. Tu touches du doigt un truc qui est pour moi le grand oublié de la prépa physique. C'est comment les gens se comportent quand ils sont fatigués. Mm. Parce que dans n'importe quel sport, tu es très très vite plus dans l'état dans lequel tu es Bien au sûr. moment où je t'ai testé. Mm. Et donc le problème, il est double, c'est que dans les études qu'on a faites sous fatigue, comme tu dis, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que tu ne peux absolument pas anticiper ce qui va se passer chez quelqu'un en situation de fatigue sur la base de ce que tu as mesuré sur cette personne avant. Mm. Et la deuxième chose, c'est que cette évolution, elle est super variable. Donc ça veut dire que nous trois, nous quatre, si je fais un test, je sais pas, allez, vélo, on va prendre vélo. Je vous fais une Pmax bicyclette, 6 secondes. Bam, on sort tous des watts. Mm. Si j'en répète 28 avec 20 secondes de récup, le premier sera pas forcément le meilleur sur les 20. Et je ne sais Ouais. pas qui sera le meilleur sur les 20. Parce que peut-être que vous êtes plus puissant que Fabien, Mm. mais à la 20e, il vous colle. Mm. Et tant que je ne l'ai pas fait, je ne le sais pas. Il n'y a rien dans le test numéro 1 qui me dit... Mais le problème, c'est que le sport, c'est plus souvent l'état de fatigue que l'état de fraîcheur. Et là, c'est très touchy, puis j'en parle avec des clubs, des staffs, souvent. C'est pour avoir l'info, désolé, il faut emmener les joueurs dans cette situation-là. Et Cette ça, zone. c'est touchy. Mm. Parce que soit on le crée artificiellement, c'est-à-dire je vous fais faire les fameux 20 sprints, Mm. savoir comment tu es à la fin d'une étape de 6 heures, comment tu fais. Ouais. Tu fais une étape de 6 heures. Ah. Soit je suis malin et je trouve des opportunités de tester ça Mm. en sautant dessus quand dans votre entraînement, parce qu'à un moment donné, ou alors en compète, vous allez vous mettre dans ces situations-là. Donc, tu veux pas faire une séance de 6 heures pour voir quel Pmax tu sors à la fin de 6 heures? Pas de problème. Par contre, quand tu vas faire une sortie de 6 heures, tempo, voire même une compète de préparation, là, je vais venir te sauter dessus pour te faire faire une Pmax. Mm. Parce que j'ai cette fameuse état rare Mm. que tu voulais pas que je génère. Et ça, en sport co, on n'y pense pas assez. C'est vrai. Je vois pas assez souvent de testing dans des situations de fatigue. Ouais, ou alors ils sont très éloignés. Ou alors ils sont Ouais, très voilà. éloignés, on fait des... Et ils n'ont pas de sens. Ouais, Parce ou que des je sais que tu reproductions de récupères très vite de la fatigue et- force, etc. Exactement. Donc, plutôt que de dire, de prendre la tête à tout le monde en disant je vais faire du 12 x 30 mètres à vos joueurs parce que la littérature dit ça, on va dire ok, pas de problème. Mais à un moment donné, on va négocier le fait que là, j'aurais besoin d'un test de 30 mètres. Parce que là, pour le coup, si on veut l'info, et j'ai des paradoxes des fois, hein, il y a des staffs qui disent ouais, on aimerait quand même bien savoir comment il réagit à la fatigue, ok. Et puis plus loin dans la discussion, c'est bah non, pas non, bah non. Bah non, on va le blesser. non. Bien sûr. Et voilà. Donc voilà, ou alors il faut être confortable avec le fait qu'on ne sait pas. Mais encore une fois, c'est très variable et c'est très individuel. Et si justement je fais un pont un peu avec toi Fabien sur tes cyclistes, Ouais. ou si je prends le cas d'Arnaud Desmar, qui l'essence de son métier c'est produire de la puissance sous fatigue, ou d'une part d'être le moins fatigué possible, mais en même temps de produire le plus de puissance sous fatigue. Exactement. Bah, c'est des Et, boss. et pour le coup c'est un sport qui... Il doit se forcément, il cacher faut. il doit se cacher le plus possible, enfin ce qu'ils font les sprinteurs pendant 5h30 et balancer, bon ça monte progressivement, hein, Ouais. et balancer 1700-1800 watts sur 5 secondes. Et celui qui fait ça, c'est pas forcément le Celui qui champion va des gagner. watts. Tout à fait qui Si gagne. jamais tu les testes à zéro. Ouais, Exactement. Voilà. On s'était amusé à faire ça. En fait, on avait fait un classement de Pmax au premier sprint versus delta de Pmax quand on répète 20. Et ben les meilleurs sur ça, c'était les grosses VO2 max. Donc c'était les cyclistes, les machins, qui n'étaient pas très bons sur le premier Pmax. Ouais. Et les moins bons, c'était souvent des joueurs de sport co, des machins. Et on a fait un double classement. Et on s'était amusé à dire, ben on va mettre des points sur les deux classements et on va regarder la pépite. C'est-à-dire le gars qui est le meilleur quand tu ajoutes les deux. Ouais. Et c'était un joueur de handball de pro qui était pas dégueu sur le premier et qui était super sur le... Tu vois, Ah ouais. voilà. Et ben ce profil-là,
tu sais que tu as quelqu'un pour un sport co qui est super adapté. Pour rebondir sur les cyclistes, même, je vais aller un poil plus loin sur les cyclistes. Les mecs qui font leur Pmax, je vous donne un chiffre au pif, enfin pas au pif, mais 1700, 1800 watts, ils gagnent le sprint en faisant des Pmax à 1003, 1004. Donc, Et ça vaut pareil, je pense, en football. Le sprint, celui qui va à 35 km/h, est-ce que c'est à 35 qui va vraiment performer? Si je prends tout récemment Mbappé hier, Ouais. S'il peut est-ce l'atteindre, que déjà. Mbappé il était à Vmax hier quand il fait? Je suis pas sûr. Par C'est contre- surtout, est-ce qu'il le fait, dans les 20 dernières minutes du match, quoi. Exactement. Parce que à un moment donné, ce qui va compter, même en sport co, hein, Ouais. en basket, c'est encore pire. Le Ouais. fameux money time, où en gros, les deux équipes sont à égalité à 4 minutes de la fin. Bon, c'est le match qui commence, en fait. Mhm. Et là, t'es C'est cramé clair. ou t'es pas cramé. Et l'efficacité gestuelle doit rester Voilà, la même. Complètement. Mhm. Et il y a plein d'études là-dessus, justement, sur la distorsion gestuelle Ouais. qui amène parfois au risque de blessure, mais qui permet un certain maintien de la performance. Et, c'est et- là où et c'est je une pense zone que les coachs, tendancieuse. les prépas et les coachs malins, c'est ceux qui intègrent ça dans l'analyse de leurs tâches, de leur sport, et qui l'intègrent à l'entraînement. Moi, je te donne un exemple. Quand moi, j'étais joueur de basket à un niveau départemental, hein, ça m'a toujours choqué qu'on tire des lancers francs. La grosse tradition, c'est à la sortie du vestiaire, avant d'attaquer l'entraînement. On Ouais. fait des séries de lancers francs, on compte, merci, au revoir. Par définition, un lancer franc au basket, c'est une action sur laquelle tu viens de prendre une faute. Tu es au taquet physiologiquement. Mhm. C'est à très haute intensité. Mhm. Eh ben, les bons coachs, pour moi, c'est les gens qui disent, bon les gars, faites ce que vous voulez quand tout est frais, mais en situation d'entraînement, quand je vois que tout le monde est à bloc, je siffle, on fait 2x2. Et je te garantis, moi je l'ai fait avec des potes dans des équipes, hein, le 2x2 à frais ou le 2x2 au taquet, il y a des gens, ils n'ont pas du tout le même pourcentage. Et bon, ce qui est quand même plus reproductible du match, c'est la deuxième situation. Et l'un n'explique pas forcément l'autre. Ça me fait rebondir sur notre premier podcast avec Cyril Dols, où au final, là, on voit que d'un côté, c'était des variables pédagogiques, où justement, lui cherchait aussi à recréer ce contexte chez des jeunes footballeurs pour les mettre en condition de stress émotionnel. Et il se posait la question de se dire comment j'arrive à recréer ce contexte qui, au final, quand ils vont tirer ce penalty à 90e minute, et en fait, si tu le fais en fraîcheur à l'entraînement, tu n'as jamais ce truc-là. Ouais. Là, au final, c'est un peu la même chose. C'est toujours cette recherche de contexte et comment on recrée cette situation pour essayer d'arriver à améliorer quelque chose. Ça fait du sens pour moi. Et par contre, je déteste le discours qui consiste à dire, c'est un discours qui aboutit à ne rien faire, qui consiste à dire, mais comme on va jamais pouvoir reproduire exactement le contexte de la finale de Coupe du Monde, tu saisis le débat dont je parle là. Et ben dans ce cas-là, ne le faisons pas, parce qu'on ne peut pas le reproduire. Je suis pas d'accord avec ça, parce que on peut quand même s'approcher un peu. Il y a des joueurs chez qui un demi-contexte de stress réel, ça va déjà être un truc qui est intéressant à travailler. Donc, c'est pas parce qu'on peut pas atteindre l'hyperspécificité de la compète qu'on n'a pas le droit de s'en approcher un peu. Voilà, tu vois, c'est ça le raisonnement. C'est vrai, c'est très dangereux, l'immobilisme un peu. Et il y a des courants un peu comme ça où, bien sûr. au final, il ne faut rien tester parce qu'on ne sera jamais dans les bonnes conditions. Qu'est-ce que tu en penses de ça? On teste, on ne teste pas? En fait, pour résumer ça, c'est entre guillemets un peu des courants de feignasse. C'est-à-dire que c'est l'économie la très bonne- pensée. c'est le très bon argument pour dire bon, les gars, comme on ne peut pas reproduire, on ne fait pas. Ou alors on fait ce qu'on est confortable de faire et qu'on a toujours fait. Voilà. Et encore une fois, je ne dis pas que, comme tu le disais, tu ne peux pas reproduire la fin d'une classique. Pas de problème. Mais si ça, c'est l'argument pour ne jamais t'en approcher, je trouve ça un peu facile. Tu vois. Et ça, c'est un argument qui a de la popularité chez certaines personnes qui bossent dans le milieu de l'entraînement. Hein. Et encore beaucoup dans le football, encore plus spécifiquement. L'empirisme là-dessus. Tu as suivi le débat autour des pénaltys, par exemple, dans l'équipe de France. Mmh. C'est un débat qui est résolu chez tous les gens qui sont spécialistes de ça. Et le vent commence à tourner, mais l'argument, c'était ça. C'était, on ne va pas le travailler à l'entraînement parce qu'on ne peut jamais reproduire la finale de la Coupe du Monde. Incroyable. On peut s'en approcher quand même un peu. Et moi, je trouve qu'en foot, on est touché en ce moment, enfin, un petit peu moins, mais on est touché par les mecs qui ne sprintent plus. Ouais. On se rend compte. Moi, je suis atterré pour les joueurs sur lesquels je travaille. On va sprinter. On force je ne force pas. C'est un plaisir d'aller sprinter. Et ils me disent, mais on ne sprinte pas. Ouais. Et paradoxalement, je pense que tu as raison dans le fait de les stimuler. Mais paradoxalement, chez certains joueurs, ça devient dangereux en fait, de les remettre au sprint. Bien sûr. Parce qu'ils sur la base d'une dose chronique nulle. Exactement. J'ai eu des discussions autour à une époque lointaine maintenant, mais autour du Barça, où il y avait des joueurs qui avaient des semaines sans sprint. Ils n'étaient pas blessés, mais comme ni à l'entraînement foot, small-sided games, etc., ni en match,
ni en top-up de préparation physique, il y avait du sprint. Les mecs, ils passaient 1 semaine, 2 semaines sans sprinter. Et malheureusement, comme notre corps n'est pas fait pour ça, la musculature de derrière la cuisse, par exemple, quand tu sprintes pas pendant 2 semaines et que tu n'as pas de chance, il y a 2 balles en profondeur sur ton match d'après, tu es en Ça danger, pète. en fait. Bien sûr. Et tu n'es pas en danger à cause de ces 2 balles en profondeur, tu es en danger à cause de Ce que tu n'as pas tout ce fait. que tu n'as pas fait avant. Exactement. Voilà. L'exemple typique, c'est des anciens joueurs de haut niveau qui jouent plus au foot, qui font plus d'exposition de sprint, de quoi que ce soit, qui viennent aux Variétés Club de France, qui s'emmènent et voilà, et Ouais, qui bien s'envoient des Ouais, des bien grands sûr. classiques. Mm. Mais ça, je suis d'accord avec toi, hein, c'est un fléau. Ouais, un gros problème. Ouais. Parce que, pardon, il y a une chose qui n'a pas changé en foot, c'est qu'il y a des sprints en match. Ouais. Bien Voilà. sûr. Et même Et de plus en plus. Je crois quoi, que les dernières tendances montrent que de plus en plus. Ouais, plus 11% là, sur les 3 Ouais. dernières années, j'ai vu Il me semble que c'est ça. Ouais. Newcastle, ils Donc, avaient fait une étude là-dessus. De plus en plus en match, de moins en moins par ailleurs, problème. Ouais, Ouais. pique en aigu, donc forcément, Voilà. on n'habitue pas. En effet, Et- la charge chronique n'est pas suffisante. Donc et pareil, l'habituation, l'accoutumance. Je suis pas d'accord avec le discours qui remet tout sur le programme trop chargé, les cadences, parce que, désolé, il y a des clubs, il y a des petits villages gaulois dans lesquels il y a des grosses cadences, ça joue 3 fois par semaine, et il y a très peu de lésions musculaires. S'il n'y avait pas ça, c'est-à-dire s'il y avait un aspect systématique aux lésions musculaires, dans tous les clubs qui jouent plus d'une fois toutes les semaines, je te dirais, ouais, là, il y a un problème. Mais il y a des clubs où il y a beaucoup moins de problèmes de lésions qu'ailleurs. Ouais. Pour la fameuse charge, etc. Bien sûr. Donc, si c'était que ça l'explication, Ouais. mais il n'y a pas que ça. Et ça ne le saura jamais. Et là-dessus, du coup, alors je ne sais pas si tu es un spécialiste des approches, comment je dirais, des modèles d'entraînement au football, parce que là, on a parlé du Barça, du microcycle structuré qu'ils utilisent. Il y a aussi la périodisation tactique avec une approche très intégrative de l'entraînement, où en fait, on ne vient plus forcément travailler sur des aspects dissociés de la performance qui manquent peut-être à l'activité du football. Toi, parce que j'ai déjà écouté pas mal de tes podcasts, et tu disais qu'il y a des manques dans certaines disciplines. Toute discipline a des manques. Dans le football, par exemple, peut-être la discipline fait qu'on n'est pas tout le temps exposé ou qu'on n'est pas assez souvent, régulièrement exposé à VMAX. Est-ce que tu en vois d'autres ? Et vois-tu des limites à ces modèles tout intégratifs ? Tu veux dire d'autres manques ? Oui, Ouais. de la discipline. En fait, j'étais gardien de but au foot, donc ça compte quand même. Ouais. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un spécialiste, j'adore ce sport, je suis un amateur de foot, mais je ne suis pas un spécialiste de la programmation et de l'intégration de l'entraînement. Par contre, je pense être un spécialiste du corps et du mouvement, et donc l'idée, elle est super simple. Ta programmation, quelle qu'elle soit, si elle stimule ton système neuromusculaire, musculo-tendineux, etc., si elle stimule ton système de façon correcte par rapport à la tâche qui l'attend, alors ta programmation elle est satisfaisante. Donc si on prend l'exemple du sprint, on va prendre 2 exemples, l'exemple du sprint et l'exemple de la force. Si ta programmation en termes de sprint, elle expose ton athlète suffisamment bien et régulièrement par rapport aux demandes qui ne vont pas changer, parce qu'en fait, tu peux avoir la programmation que tu veux. Ton match, c'est ton match. Et donc, tu ne vas pas dire désolé, je ne cours pas après ce défenseur ou cet attaquant parce que dans ma périodisation, il n'y a pas eu de sprint. Ça ne marche pas. Donc, si ta périodisation, elle nourrit le joueur en termes d'exposition suffisamment, elle me va bien. En revanche, si dans ta périodisation, il manque au chapitre exposition mécanique au sprint, il manque des choses, et que par ailleurs, tu ne l'apportes pas au joueur dans ta préparation physique club, que le joueur ne l'a pas par ailleurs dans sa préparation physique personnelle, eh ben, tu organises le manque par rapport au sprint. Donc c'est pour ça que parfois, par exemple, si tu es vraiment tout basé sur les jeux petits terrains, aucun problème. Mais si à la fin de la semaine, dans tes données GPS, les mecs ne sont jamais allés à plus de 80% de leur VMAX, problème. Parce que tu as beaucoup fait de foot, tu n'as pas du tout fait de sprint, et tes ischios, il leur a manqué quelque chose. Pareil pour la force. Le terme de force maximale, c'est-à-dire la capacité à vraiment produire de la force max, moi je pense que c'est une clé, non seulement pour la résistance physique sur le terrain, pour la transmission des forces et pour la prévention des blessures. Si ta périodisation ou ton entraînement nourrit le joueur en termes de stimulus, pas de problème. Par contre, si ce n'est pas le cas, il va manquer quelque chose. Et donc là, je te fais un discours un peu, je sais très bien qu'il y a des périodisations tactiques. Par exemple, tout faire passer par le ballon, c'est très bien. Mais quand tu veux à un moment donné, dans tes fessiers, dans ton solaire, amener des niveaux de tension très élevés pour stimuler, tu ne vas pas pouvoir le faire avec un ballon.
Et tu vas être obligé de passer par de la charge. Et il y a le corps, il a une résistance à la charge. S'il n'y a pas de charge, impossible qu'il y ait de la force max. Tu vas me dire, oui, on va faire de la plio, pas de problème. Mais quand tu regardes les données d'impulsion sur des exos de plio par rapport à des exos chargés en musculation, mais c'est le jour et la nuit, en fait. Donc, voilà. Le discours, il est super simple. Est-ce que ton corps a été nourri? Ouais. Bien sûr. Oui ou non? Pour préparer le match, mais pas que aussi, parce que faut que... L'enchaînement des matchs. Voilà, l'enchaînement des matchs, peut-être la vie aussi quotidienne, Ouais. parce qu'on ne se blesse pas que aussi dans les activités sportives. Et c'est vrai que là où, par exemple, chez des nageurs, il peut manquer certaines choses dans la densité minérale osseuse, chez aussi les biathlètes, c'est pareil, dans le football, c'est vrai qu'on ces approches un peu intégrées peuvent parfois poser question dans leur manque par rapport à la discipline. Mais pour moi, un nageur qui a un léger manque en termes de densité minérale osseuse, pour sa performance, On s'en fout. c'est probablement pas très grave. Ouais. Voilà. Un footballeur qui manque de force ou qui manque de sprint, Davantage. c'est un problème. Voilà, et c'est ça le raisonnement. Il faut juste se dire, dans ton sport, de quoi tu as besoin en fait. Moi, je ne suis pas un très grand fan, je vais peut-être m'attirer les foudres des gens, moi je ne suis pas un très grand fan de la périodisation tactique. Parce que j'ai malheureusement été biberonné à la fameuse phrase de Mourinho pour avoir eu des joueurs dans les clubs dans lesquels il était, où il disait que est-ce qu'on demande à un pianiste de courir autour d'un piano? Et ça m'a toujours horripilé. Alors attention, il a tout gagné, je ne vais pas aller contre lui, mais pour moi, c'est une aberrance. Mais totale. c'est comme la phrase de vous avez déjà vu des disques de musculation sur un terrain de foot pendant un match? Non. bien sûr. Mais en fait, c'est Mais des discours caricaturaux. Exactement. Mais qui revient par ces courants de pensée plutôt modèle d'entraînement. Quoi. Exactement. Et tu peux répondre à cette réponse-là. Non, mais j'ai déjà vu des pics de force de 4 fois le poids du corps sur un freinage en fin d'accélération. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas de disque, mais tes disques intervertébraux et ton genou, il a ramassé 4 fois le poids du corps sur cette action. Voilà. Comment tu prépares ça? Comment tu préviens ça? Etc. etc. Ouais. Et si je rebondis moi justement sur une vision chez les jeunes où on veut peut-être aussi plus un développement et des âges d'or, on parle souvent des âges d'or de la vitesse, etc. Justement, est-ce que ces situations aussi intégrées ou alors peut-être on arrive à les solliciter une, deux fois, mais est-ce qu'on arrive à dire ok sur ma situation intégrée en football, à un moment donné j'ai peut-être fait que 2 mètres AV max. Ouais. Est-ce que la stratégie ça peut pas être aussi de se dire j'ai moi aussi mon dissocié, je fais mon 30, 40, 50 mètres et peut-être que là je vais avoir 25 mètres AV max. Et en moins, on a des progressions peut-être qui vont stimuler au-delà de l'aspect prévention et dose minimale. Ouais, c'est ça. On a aussi peut-être L'idée, des... c'est que tu vas dire, je veux apporter ça en termes de stimulation physique aux joueurs. Soit la discipline le fait, soit moi, je viens complémenter. C'est pour ça que le terme anglais de top-up, de complémentation, il est intéressant. Et plutôt que de complémenter en remettant encore dans la discipline, je vais complémenter, alors certes, de façon non spécifique, mais je vais arriver à ce que je cherchais. Mais spécifique au développement peut-être du tissu ou de la qualité Oui, qu'on exactement. veut. Exactement. Et malheureusement, on va sortir une étude, les étudiants de master ont commencé, là, ça va être génial. Malheureusement, le sprint, c'est-à-dire courir à très haute vitesse, pas forcément à Vmax, mais à très haute vitesse, c'est un stimulus mécanique irremplaçable. Tu ne peux pas simuler ce qui se passe sur les ischios en sprint avec n'importe lequel des exos, même sur la machine Amtech, etc. Quand tu cumules la force, la vitesse, l'extension, le timing, tu ne peux pas reproduire avec n'importe lequel des exos. Et on va essayer de montrer, c'est mon hypothèse, que ce qui se passe au sol, sous ton pied, quand tu fais de la plio, des exos de plio, tu vas me donner ton top 4 des exos de plio, on va les faire à fond la caisse sur les plateformes de force du labo. Je vais regarder ce qui se passe sous ton pied gauche, ok? Et ça, je vais le comparer à ce qui se passe sous ton pied gauche quand tu cours à fond la caisse et quand tu cours à 90% de ta Vmax. Ça veut dire que on le fait, c'est bluffant. Les gens, ils ont l'impression d'être à 2 à l'heure. Ils sont juste à 90% de leur Vmax. Okay. Et ben, les signaux de force au sol sont, pour l'instant, sur les 2 ou 3 pré-tests qu'on a fait, hallucinants. Sous un pied. Par rapport à ton classique, tu me donnes tes 3 préférés. Je les prends. Parce qu'il y a toutes les composantes, horizontales, verticales. La définition de la plio, c'est des très hauts niveaux de force dans des temps très courts. Prends juste le temps très court. Il n'y a pas un exo de plio où ton pied va être aussi peu au sol que quand tu sprintes à fond. Puis avec sauf si tu fais le con aux échelles à retirer ton pied du sol. Parce que je peux faire un temps très court, mais je n'applique pas de force. Donc quand tu vas mélanger temps et force, la haute vitesse, c'est imbattable. Bien sûr. Donc, le meilleur moyen de
se retrouver face à des efforts d'entraînement élevés, c'est plutôt d'être dans la discipline, dans la spécificité, notamment sur du sprint. Et en l'occurrence, que penses-tu du RST, du Resistance Sprint Training, qui est pas mal fait en Australie, notamment avec les travaux de Cahill, etc., qui est, je pense, assez peu encore utilisé, alors de plus en plus, notamment par les athlètes qui l'ont amené avec le 10-80, etc. Ouais. Mais pour tous les préparateurs physiques de clubs lambda, on l'utilise assez peu parce qu'on n'a pas des 10-80 sous les mains. Ouais. Et on a des chariots, on a des sleds sous-utilisés. Pourtant, on pourrait penser qu'avec ce que tu viens de dire et de par l'orientation du vecteur de force, il y aurait un intérêt vraiment crucial à faire passer les gars sous des sleds. Alors, il y a un intérêt crucial. La science est claire là-dessus. On va faire une méta-analyse avec un jeune chinois là-dessus où quand c'est bien fait, donc le quand c'est bien fait, tu le mets en note de bas de page sur tout ce qu'on dit en fait. Quand c'est bien fait, c'est efficace. Quand c'est mal fait, voilà, tu bois 5 litres d'eau, tu meurs. À part C'est pour pas les l'eau le débutants. problème. Mais oui. C'est Ouais. ton dosage. C'est tout pourri. Donc quand c'est bien fait, je peux blesser des mecs, je peux te péter une équipe de foot avec des chariots, sans problème. Je vais leur en faire trop vite. Je ne vais pas respecter les règles d'or de l'entraînement. Mais quand c'est bien fait, ça a des effets. Et le petit bémol, c'est qu'en vrai, ce n'est pas les athlètes de l'athlète qui ont amené ça avec le 10-80. D'accord. C'est les sports co à haut niveau de puissance. Rugby, foot américain. Ok. C'était très populaire et ça l'a toujours été au rugby, au foot américain. Les athlètes, en tout cas en France, moi j'ai vécu des stages des équipes de France d'athlètes il y a très longtemps où personne n'en faisait. Quand j'ai posé la question, ils se sont mis à en faire, notamment grâce à un projet qui s'appelle Fulgur, dans lequel on a commencé un machin et de je veux absolument pas y toucher, on est passé à punaise, comment je fais pour avoir un 10-80 Ah oui. Grand classique. Parce que aussi les gens ont vu des effets et ont constaté par eux-mêmes. J'accepte totalement le fait que parfois les coachs ils attendent de constater par eux-mêmes ce que la recherche dit depuis 10 ans. Pas de problème. Mais aujourd'hui les choses sont claires. Si tu veux améliorer ta puissance dans l'accélération en sprint, il faut que tu travailles en surcharge. Voilà. Et puis après tu vas maîtriser. Mais comme quand tu veux améliorer ta puissance du membrane. Donc on a juste dans les travaux que j'ai dirigés ces 10 dernières années, on a juste transféré des choses qui faisaient du sens. En muscu pour d'autres efforts à la course. L'argument principal, c'était l'argument de dire mais il ne faut pas l'utiliser parce que quand on court avec une charge, on ralentit. Donc moi, je ne veux pas que mes athlètes ralentissent parce que je veux qu'ils courent plus vite. Ouais. Mais on ralentit dans le but de développer de la force. Ouais. Et quand tu auras cette même force plus grande et que tu n'auras plus la charge, tu vas voler. C'est exactement comme l'altitude. Quand tu vas en altitude et que tu t'exerces, tu es une loque. Donc, on pourrait dire, n'allez surtout pas en altitude parce que vos temps aux 5000, ils vont être pourris. C'est aussi stupide que ça. Pourquoi tu vas en altitude ? Pour développer physiologiquement des choses par cette stimulation qui feront que Cette quand exposition. tu reviens au machin, tu voles. Ouais. Là, c'est la même idée. Donc, D'autant plus qu'en accélération, on a du mal à rester longtemps Exactement. sur ces phases-là. C'est Donc le c'est problème. l'exposition C'est le sur problème. des temps ou des vitesses particulières qui va en te faire retenant par une charge, la précision. tu n'as pas le choix. Ouais. Ça, tout le monde échappe ça, mais quand tu pars de zéro et que tu accélères à fond, qui que tu sois, footballeur, rugby, peu importe, en 2 pas, tu as déjà la moitié quasiment de ta Vmax. En 1 seconde, tu as la moitié de ta Vmax. Donc en fait, si tu veux travailler la zone des hautes forces, mais tu n'as pas 50 solutions en fait. Soit tu travailles qu'un pas, tu fais des bondissements, ça peut le faire. Soit tu mets de la Bien sûr. résistance. Mais Très il faut bien le intéressant. faire, ça coûte de l'argent. Parce que mine de rien, un chariot, ça coûte cher. Les disques à mettre dessus, si tu as des mecs qui ont besoin de 80 kilos, c'est 5 € le kilo les disques. C'est pas facile à manipuler. Le 10-80, ça vaut 15 000 ou plus. Bon. Il y a un outil, je fais pas de pub, je suis pas lié avec eux, mais j'adore. C'est la poulie Exergenie. Ouais, bien sûr. Parce Ouais, que C'est mon meilleur ami. moi. ça t'amène de la charge. Ça pèse 3 kilos, ça, tu voyages avec en avion. Ouais. Donc, tu voyages avec un chariot de 400 kilos. Je me suis fait emmerder la semaine dernière à Attends, l'aéroport. à Milan, il m'a fait Putain. tout dérouler le mec. Putain, Ah, pareil. mec, d'ailleurs, C'est vrai je lui ai dit, il n'y a pas d'électronique, c'est mécanique. Pareil. Non, il m'a Il y a de fait la drogue. dérouler le Ah, bordel. bah. Les gens. Donc, un peu de Ah, drogue. c'est le même. mais tu voyageras jamais avec 400 kilos dans un chariot. Ouais. Et tu génères avec l'exergénie, quand tu le règles à fond, ou même pas, tu le règles à la moitié, Ah ouais, c'est Excalibur. Personne ne le sort, Ah ouais. personne ne le tire. Donc c'est quand même génial. Ouais. Et c'est un bon intermédiaire. Moins précis, mais par contre Moins précis. que le 10-80 parce qu'on ne sait pas exactement les puissances de sortie. Alors, on ne sait pas ce que J'utilise pas, sait moi. pas ce que tu produis, Ouais. mais par contre les crans sont assez précis, Oui. très Ok. reproductibles. Ok. Il y a un étudiant de master qui a fait son stage là-dessus. Et surtout D'accord. constant. La résistance, c'est le seul outil qui fait aussi la résistance constante. Ou Alors, presque constante presque comparé à un constante. chariot. Ouais, moins Au constant chariot qu'un et au chariot. frottement, Moins constant etc. qu'un chariot.
Parce que quand tu as 30 mètres de câble par terre Ah ouais. versus à la fin de ton sprint, quand tu n'as que 5 mètres, tu as un peu moins de Ouais, friction. ouais, Tu le je suis d'accord. sens. Mais Ouais, franchement, mais c'est léger. la C'est pas quelque fluidité, chose de- je sais ouais. pas. Alors, je vais Ton vous expérience, mais- vous On lui fait parler de la du, pub, là. du tout nouveau produit. Je ne suis pas un commercial. Je viens d'investir dans la poulie Voltra. Alors là, malheureusement, il n'y a que 2,85 m de câble. Ok. Ah ouais. Voilà, donc je suis baisé. Ouais. Mais sur mon fameux premier pas, sur Ouais. mon fameux premier pas, exceptionnel. Ok. On a tout. Ouais, c'est. Voilà, mais bon, c'est 3000 balles. Donc c'est plutôt fait pour du jump Ouais, ou une fente sautée. Moi, j'adore cet exercice. Ouais. Tu pars en fente Ah et oui, tu essaies tranquille. d'aller le plus loin possible. ouais, tranquille. Non, l'exergénie, c'est un combo, Ouais. c'est un combo irremplaçable. Et le rapport ça coûte, qualité-prix. et ça coûte 400 balles. Mm. Je fais aux étudiants, je l'ai fait lundi. Aux étudiants, je leur ai dit, avec 400 €, Ouais. tu vas en ligne, tu achètes un bon chariot Ouais. plus 40 kilos. Merci, au revoir. Ah ouais, terminé. Alors qu'avec la poulie. Alors que la folie, Ouais. elle t'en donne 400. Moi, je fais mes cycles de vitesse maintenant qu'avec ça. Et ouais. Sur mes jeunes, je fais Ouais. 6 semaines Ça de passe cycle de super vitesse bien. et tous les mercredis, Alors, on sort les poulies. Ça vieillit comme ça vieillit si tu l'utilises tout le temps. Oui, J'ai les un ou cordes. deux prépas qui m'ont Mm. dit ouais, parle pas de ce truc-là, c'est pourri machin. Moi, je suis Ouais, désolé, moi moi aussi, on j'en m'a dit ai, ça, j'en ai une vingtaine ici, Ouais, ouais. j'en utilise souvent. Bon, c'est sûr, si tu le traînes dans le sable et que tu l'utilises mal, bon, mais globalement pour le prix. Ouais. C'est le Ouais, fameux bien sûr. triangle. Le triangle, c'est ça, ouais. précision, prix, praticité, Ouais. Ouais. C'est imbattable. ça remplace le chariot. Il a pour ses moi. limites dans les puissances de sortie sûr. qui Bien peuvent nous sûr. manquer, mais Les chariots ont leurs c'est comme limites, le 10-80 a sa limite. Bien voilà. sûr. Si tu es blindé, tu de prends un praticité, 10-80. notamment le 10 Mais même si tu as un 10-80, hein, moi, tu vas pas Ouais. traverser Paris avec un 10-80. non, je te non, le c'est dis. clair. praticité, il en manque un peu. Ouais. Ouais. Mais pour revenir à la question de départ, oui, il n'y a qu'en surchargeant Mhm. le geste que tu vas gagner en puissance. Mhm. Et j'ai même presque envie de dire aussi au niveau mécanique, c'est cette surcharge mécanique qui va aussi contraindre au niveau tissulaire et Ouais. du coup nerveux derrière. Et S'il qui n'y a va pas cette énormément contrainte-là. contraindre le pied et la cheville. Donc ça, c'est un gros warning. Mhm. C'est un travail hyper sollicitant Mhm, pour le c'est vrai. triceps, le tendon calcanéen et le pied. Mhm. Mais ce commentaire-là, il te fait partir dans deux directions. Waouh, c'est super dangereux, ils vont se péter. Ou alors, Génial. ouah, c'est un stimulus énorme, si on le dose bien, c'est génial. Mm. Voilà. Mais le sport, c'est ça. hein. Ouais. C'est, si tu pousses trop un truc, tu te pètes. Le même truc, si tu le pousses correctement, c'est ça qui va te faire performer ou te faire prévenir les blessures. Simplement, Mm. tu es sur la dose. Je te le dis, hein, j'ai discuté avec un kiné d'un club de rugby qui est venu en disant les mecs courent pas assez, j'ai lu toutes les recherches, faut sprinter plus, fin de saison, Tous pétés. avalanche de blessures. Ouais. Et là, moi je pense qu'on va voir sortir des études scientifiques qui disent on vous l'avait dit, sprintez pas trop parce que augmentation du nombre de sprints égale blessure. Mm. Sauf que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les mecs ils sont passés de rien à trop, ça a Mm. mal été dosé, mal fait. Et voilà. Et on va peut-être repartir 10 ans en arrière. On va remettre une pièce dans le Ouais. on vous l'avait dit. La fraîcheur. Et la fraîcheur, il Ouais. faut être frais, il faut Ouais. pas prendre de risques. Fameuse Nous, on est en train d'y homéopathie. retourner. hein. Ouais, Je vous le dis, là, il y a des courants ouais, qui. Les staffs, là, ce qui arrive là, c'est. Il y a un peu aussi là les cours un peu voilà, c'est maintenant beaucoup théorique, il y a beaucoup Ouais. de on présente de beaux Ouais. modèles sur les PowerPoint etc. et Après, c'est un débat de fond sur la perf sportive. C'est parfois la blessure du joueur, dans certains contextes, pour le club, pour l'équipe ou ce que tu veux, c'est pas vraiment un problème de fond en fait. Mhm. Parce que soit le joueur va être remplacé parce qu'on va acheter d'autres joueurs, etc. Mhm. Soit, en gros, c'est l'histoire du foot et on n'a pas de chance. Mhm. Là, on se pose parfois pas trop cette question-là. Mhm. Sauf dans les endroits où on essaye de développer des joueurs avec une bonne santé. Quoi. Magnifique. ouais. Euh, T'as des questions sur la Polo, force Polo, il est Ouais, parti. bah, cher. Non, pas forcément sur la force. Ah. C'est plutôt, Ah non, on a parlé du juste complément, le RST, qui est un très bon complément du profil Ouais. force-vitesse, notamment sur l'aspect interventionnel. J'ai vu qu'avec Chris Brama, tu avais fait une interview Ouais. et je m'intéresse beaucoup à ses travaux. Et en quoi aussi la cinématique, parce qu'on pourrait te taxer d'un expert de la cinétique, Ouais. du mouvement. La force, Et en ouais. quoi la cinématique du mouvement est aussi un juste complément à tes travaux, Mm. et notamment son échelle du SMAS. Ouais. Le Sprint Mechanical Assessment Score, pour moi, c'est dans le futur, ça va devenir quand même un outil qui va être de plus en plus utilisé Ouais. à différents moments de la performance. On en parlait, mais en quoi moi, je pense que ça va être énorme dans le futur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour être clair, pour les gens qui écoutent, la cinétique, c'est ce que ton système produit quand il s'exerce. C'est la force, c'est la sortie. La cinématique, c'est comment ton système bouge, s'organise pour produire ça. C'est-à-dire, c'est ta gestuelle. Et il y a un truc tout simple, c'est que la gestuelle influence la tension dans les muscles et les tendons. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que
Je fais un exemple du service au tennis. La façon dont je sers au tennis, ça influence la contrainte dans mes muscles et mes tendons. Si tu sers différemment avec le même corps, il y aura des contraintes différentes. Et ben sur les muscles de la course à pied, c'est exactement pareil. La façon dont je gère mon tronc, mon bassin, ça influence la longueur de mes ischios et donc ça influence la contrainte dans mes ischios. Je te donne un exemple tout simple. Si tu cours avec le tronc penché en avant, déjà même sans courir, si tu te mets debout et que tu penches le tronc en avant, tu vas mettre de la tension sur tes ischios. Voilà. Ça, c'est juste parce qu'en fait, tu as des tissus qui se connectent. Et donc, la cinématique influence la longueur des muscles. Et donc maintenant, si tu mets cette situation-là à 35 km/h, cette même inclinaison du tronc, c'est une charge mécanique énorme. Donc, je parle de charge macroscopique et microscopique. Le macroscopique, c'est combien de fois je cours par semaine, combien j'ai de volume de haute course, etc. Toi et moi, on est 2 joueurs de la même équipe. On a la même charge macroscopique, la même exposition au sprint. Admettons que ce n'est pas 0. Admettons qu'on a fait une semaine, entraînement plus match, à 150 mètres chacun, à une vitesse très élevée. Eh bien, notre gestuelle va peut-être faire que la charge dans nos muscles et nos tendons est totalement différente. Parce que si ta gestuelle, à chaque fois que tu fais un pas, elle est un peu plus safe, un peu plus sécure pour tes ischios et tes tendons, et que la mienne, elle ne l'est pas, eh ben ces 150 mètres qu'on a en commun, ils auront une répercussion chez moi beaucoup plus problématique. Et donc ça, c'est important parce que ça veut dire que si tu te contentes de maîtriser tes joueurs pour considérer qu'ils ont eu la même charge mécanique, tu te trompes. Sauf si ils ont exactement le même pattern de course. Et malheureusement, avec le score de Chris et avec des scores un peu cliniques comme ça, on le voit, il y a des joueurs qui ont des patterns très différents. Et donc parfois dans les clubs, ils font déjà un très bon boulot de gestion de la charge macroscopique, ce qui ne se fait pas partout. Ils savent ce que font les joueurs, ils essayent de la réguler, c'est génial. Mais à l'intérieur de ça, il faut aussi qu'on s'intéresse à comment les gens bougent, parce que c'est peut-être ça le problème. C'est comme le squat. Tu vas faire, je sais pas, les mêmes nombres de séries de squats par semaine à des gens. S'il y en a qui placent très très mal leur bassin ou leur dos et d'autres qui le placent bien, la même dose va arriver à un problème chez certains et pas de problème chez d'autres. La cinématique, elle se pose là. Et c'est beaucoup plus difficile à évaluer. C'est pour ça qu'on a des scores cliniques pour essayer de... On revient toujours au ralenti, à l'image ralentie, essayer de quand même tirer de l'info sans avoir à passer dans un labo. De toute façon, personne ne le fait. Hors recherche. Ouais. J'ai pas connaissance de club où on fait de la 3D chez les joueurs régulièrement pour savoir ce qui se passe. D'où le score de Chris. Et donc, tu as plus parlé de l'inclinaison du tronc, forward lean. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait aussi paraître un petit peu, qui saute aux yeux quand on observe des joueurs? Généralement, on parle beaucoup d'overstriding, on parle de backside ou de frontside mécanique. Ouais. Alors toi, j'ai pas fait exprès, mais le gars qui est derrière, Fabien, là, je l'ai vu. C'est un mannequin. Le gars qui est là, il nous permet de voir ça. Donc l'idée, c'est tout simple. Si on se focalise sur les ischios, parce qu'on pourrait parler aussi du triceps, etc. Le triceps, par exemple, c'est quand tu mets le pied par terre, tu as une énorme flexion dorsale lors de ton appui, tu mets énormément de tension sur ton triceps. Revenons aux ischios. Inclinaison du tronc, rotation du tronc, parce que mine de rien, quand tu tournes le tronc, tu mets de la tension derrière. Une des blessures d'Mbappé, j'utilise souvent le ralenti, à l'époque il joue au PSG, il est à fond la caisse, tout se passe bien, et lui il va vite. Et il y a un défenseur, je crois que c'était contre Bordeaux, qui lui fait tourner une épaule, et sur une foulée, il est à haute vitesse, tout va bien, cette rotation de l'épaule, elle fait tilter la charge mécanique, et il se prend l'ischio de l'autre côté, il sort. Et donc l'idée c'est ça, rotation, inclinaison du tronc, inclinaison du bassin. On ne veut pas que les ischios s'insèrent sur le bassin. Et après, il y a ce qui se passe au niveau des jambes, c'est-à-dire quand la jambe arrière a beaucoup de retard et quand la jambe avant prend beaucoup d'avance, ça met des tensions énormes sur les ischios. Alors, j'ai pas fait une erreur, mais elle prend de l'avance dans l'espace. C'est paradoxal, parce qu'elle a du retard dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, tu poses le pied, le fameux overstriding, c'est-à-dire le fait d'aller chercher le pied très loin devant, ça met énormément de flexion sur la hanche, donc de tension sur les ischios. Et tu as ça parce que tu n'as pas été assez puissant au niveau de la hanche pour ramener ton pied plus proche de ton centre de masse. Et donc, tu es allé t'écraser par terre. Et malheureusement, le football est un sport qui antériorise. C'est-à-dire les gestes du foot emmènent le corps vers l'avant souvent. Donc, les joueurs, ils ont tendance à courir un peu comme ça. Pas tous. Tu as des Ronaldo, tu as des même Mbappé qui ont un pattern un peu différent. Mais globalement, le football t'amène à ça. Donc, l'idée, c'est de dire, on va essayer en prépa physique de corriger un peu ça pour éviter que tu aies cette course. Tu vois, hier, le défenseur du Real, quand il loupe son truc sur le but, le premier but de Mbappé, et qu'il part comme ça,
il a raison de plonger, honnêtement, Ah oui, sinon l'ischio, il. parce que s'il plonge pas Mm. et qu'il Je suis essaye de, d'accord, tu sais, faire le fier, genre, ouais, je reste debout, Ouais, je suis ouais. un bonhomme, machin, vu les positions Il qu'il a, s'empêche de tomber. il peut s'envoyer un Il y ischio en a eu des blessures là, facile. comme ça. Donc, il part, il Mm. plonge. Je sais plus si c'est Parker, je crois, qui expliquait, ou un basketteur de haut niveau qui expliquait que sur certaines actions, Faire tomber. il avait appris À à chuter. se projeter et tomber plutôt que de laisser son corps insister sur une position, donc une cinématique qui va être problématique. Mm. Mhm. Ouais, donc c'est le combien je fais et comment en fait, c'est super. Ah, c'est comment je Génial. sprint. Si je résume un petit peu tout ce que tu as dit, tu es jeune préparateur physique, tu arrives, tu sors ton master, Mm. tu arrives en club, tu filmes. Alors, si tu as bien été formé en master, petite pièce. On va- Tu l'as fait et tu sais le faire. Ouais, Ouais, je pense. tu filmes. En fait, tu filmes, alors pas forcément pour dire aux joueurs voilà comment tu cours, Ouais. mais déjà pour toi mieux comprendre Ouais. l'œil du coach, tout Mhm. ça, je veux bien, mais sans déconner, si ton œil il est complémenté par une caméra haute fréquence avec une bonne Bien sûr. résolution, prends-le. Donc tu filmes le truc, t'essayes de pas trop te prendre la tête parce que voilà, la cinématique c'est compliqué. Donc tu essayes d'avoir des grosses pierres, des gros endroits de réflexion, et pour moi, le tronc, le bassin et la position des jambes, c'est déjà largement assez. Mhm. Et tu Je suis essayes d'accord. d'avoir une forme d'échelle, tu vois, une échelle clinique, pratique, Ok. utilisable, Ouais. en disant avec des couleurs si tu veux, des chiffres si Ouais. tu veux, celui-là c'est 1, celui-là c'est 2, 3, Mm. 4, 5. Ouais. Mm. Ok. Voilà. Ok. Je suis Et d'accord. comme par hasard, tu vas t'apercevoir que souvent, cette C'est la même échelle, chose. elle a un petit lien Mm. avec leur historique de lésions musculaires. Mm. Tu vois. Oui, le SMAS ou pas forcément le SMAS. Il faut que ça parle au plus grand nombre. Ouais, ouais. Mais juste le SMAS, bon, maintenant on collabore Mais vu de qu'il est façon très validé. proche avec Chris. Il est en train de publier des données rétrospectives où il montre que les gens qui ont des historiques de blessures ischio ont un moins bon score que les autres. Ok. Et il est en train aussi de collecter et de publier des données prospectives, Mm. c'est-à-dire un mauvais score, toute chose égale par ailleurs, et indicateur d'un risque de blessure à Mhm. venir plus important. Bon, quand ces études-là elles seront dehors, on aura entre Ouais. guillemets bouclé la boucle. Mm. C'est-à-dire, tu es jeune master, tu sors, Ouais. ouais, tu filmes. Ok, donc qualitatif sur peut-être les volumes, etc. Si on a des GPS ou si on quantifie, Ouais. et Donc qualitatif pour quantitatif, justement ouais, et avoir qualitatif. ces deux Pour dire, ouais, pour toujours. avoir une approche un peu bon, pas bon. Mm. Je déteste le Non, truc, non, mais mais l'idée c'est ça. ouais, ouais. L'idée c'est de dire, ouais, il y a des joueurs, ils sont extrêmes Mm. là-dessus, et notamment les jeunes. Je rebondis en fait pour enchaîner un petit peu sur ce fameux master, puisqu'on est ici dans tes Mm. locaux. Moi, j'ai eu la chance d'intervenir 2 fois pour retour d'expérience, Ouais. et j'ai 2 choses qui m'ont vraiment mais bluffé. D'abord, c'est la proximité avec les élèves. Ça a été incroyable. Ouais. Tu connais tout de leur parcours, tu sais tout d'eux. Et la deuxième chose, c'est l'importance de, par exemple, le dernier, je crois que c'est Loïc qui était zar chez toi. Euh, Euh, sur l'ISO. Léo. Léo, Ouais, pardon. ouais, Léo, je Ouais, m'excuse. ouais. J'ai été impressionné. Enfin, il y a un lien chaque fois entre la thèse, et c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, entre la thèse et la pratique. Hmm. Alors oui, alors, sur les thèses, on a 2 types de thèses. On a des D'accord. thèses qui sont vraiment purement labo, mais dans ce que je fais, c'est très vite connecté à la pratique. Tu vois, Ouais. la thèse de Romain Tourillon autour du pied, c'est une thèse labo, Ouais. mais c'est Mais quand utile même une derrière. thèse. Voilà. Hmm. Et puis il y a des thèses qui sont en collaboration avec le sport, dans lesquelles on essaie d'aborder des questions pratiques. Par exemple, Ok. la thèse de Léo sur l'entraînement en ISO. isométrie. Le but, c'est de pousser la recherche en isométrie autour du rugby. Tu vois, donc voilà, c'est de la science appliquée au terrain. Et voilà, l'idée, c'est ça. Ouais. Et sur la proximité avec les étudiants, ouais, c'est important. J'y attache. Pour moi, en fait, on forme les gens. Ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'est que si tu veux bien former quelqu'un et l'aider à se trouver bien dans son projet, il faut que tu le connaisses un peu. Parce que moi, quand on me téléphone ou qu'on m'envoie un mail en disant j'ai telle position, tu me recommandes qui autour de toi, c'est gagnant-gagnant si je connais bien les gens. Hmm. Parce que Tout à fait. eux, ils gagnent, la structure, ils gagnent. Moi, j'y gagne parce qu'on va continuer à faire Bien confiance à ce qu'on Ouais. fait. Et Bien donc, sûr. je suis obligé de faire attention à eux. C'est d'autant plus facile qu'ils sont peu nombreux. Ouais. Mais ouais, et j'adore surtout garder un peu une trace de leur suivi. Ouais. Parce que ça me permet de dire aux nouveaux, mes premiers cours en master, c'est des photos en fait. Je dis, lui, il fait ça, elle fait ça. Lui, il a commencé par faire ça, il a décidé de faire ça, il fait ça. Je leur fais des retours d'expérience en leur disant, voilà, parce que c'est à la fois long et court, une formation de master 1. Ouais, bien sûr. J'ai été très vite sur le terrain en responsabilité. Donc, Et pour rebondir là-dessus, c'est que je t'avais demandé un CV pour un préparateur physique dans un club ACUP, et tu avais réussi à me sortir un seul CV, quoi.
Ouais, ouais. un seul CV parce que tu Oui, voulais oui. pas te tromper. Ouais, ouais. Et, Moi, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est d'avoir un profil ou deux, maxi. Et je leur dis, hein, moi, je suis très transparent avec eux. Je leur dis, quand vous êtes en cours avec moi, mais même avec mes collègues, parce qu'on discute, il y a ce que vous apprenez, il y a vos examens, mais il y a ce que vous êtes, il y a ce que vous faites. Très clairement, si vous vous pointez souvent en retard, j'aurai une image de vous, de quelqu'un qui arrive souvent en retard. Si vous êtes ouvert d'esprit ou pas. Donc, je leur mets pas la pression. Je leur dis juste, tout ce que vous allez faire pendant ces 2 ans, vous allez cocher des cases. Tranquillement, pas de pression. Mais par contre, à un moment donné, voilà, quand on va me demander un CV avec telle orientation pour faire telle mission, ça va me permettre de donner certains et pas d'autres. Ouais, tout à fait. Et je pense que la troisième chose aussi importante ici, c'est que, pour en parler avec la personne justement dont tu m'avais envoyé le CV, c'est que tu parles de choses précises, tu parles de GPS, c'est pas des photos qu'ils ont vues, c'est qu'on l'utilise sur le terrain. Donc, cette formation me paraît vraiment super intéressante. Ouais, c'est les mains dans le moteur, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est clair. Je l'ai vécu, hein, on reproche beaucoup sur le terrain aux universitaires d'être des théoriciens, etc. C'est justifié parfois. Hein. C'est justifié parfois. Mais j'essaye justement de lutter contre ça, de faire en sorte que, et par exemple, un des premiers trucs que je dis à mes étudiants en master, c'est tu veux devenir coach ou préparateur physique, à l'heure où on parle, t'entraînes qui? Tu fais de la prépa où? Exactement. Si là, ils me disent ah ben non, mais parce que là, je fais mes études, je leur dis ah, c'est chaud. Il faut que tu gardes une activité. Je dis pas qu'il faut que tu te mettes à 25 heures dans un club, mais punaise, garde un pied, fais de la prépa. Dans l'entraînement. Parce que ton premier entretien d'embauche, les gens, ils savent que tu as un master. Ils vont pas te demander tu as eu combien en master. Ils vont te dire vous entraînez où actuellement? Ah bah là, j'ai fait une pause à cause de mes études. J'ai pas en face de moi un entraîneur. Exactement. Bien sûr. Donc ça, c'est important. Et en plus, c'est la chose la plus facile à faire, puisque des bénévoles dans les clubs, Voilà. on en cherche de partout. On a souvent la discussion de oui, mais le seul club où je pourrais aller, il joue en régional. Donc là, moi, quand j'entends ça, bam. Et alors? Je dis, mais en fait, tu crois que les mecs, toi, ça se passe comment? Non, mais, Personne, à part 2 ou 3 qui ont la chance d'être pistonnés ou autre, personne ne débarque bien sûr. en pro. Ouais, puis... Mais ton club en régional, tu vas faire du bon boulot. Bien sûr. Moi, ça m'est arrivé. Tu vas avoir un gars qui t'encadre en stage, qui va faire un stage à la DTN, qui va parler à un autre du fait qu'il est un super jeune, et blablabla. Exactement. Et en fait, c'est pas des histoires exceptionnelles. C'est tous les profils que je présente à mes étudiants, ils ont la même histoire, en fait. Voilà. Bien sûr. Ça va se passer comme ça. Le jeune qui a fini, qui est à l'Asvel prépa physique chez les filles, c'est un gars qui était sport de combat à la base. Et à Nice, il a commencé dans le basket, machin. Et puis, il a eu de la chance. Voilà, il est bon. Hein. Ça, c'est pareil. La note de bas de page. La note de bas de page, c'est il ou elle est bonne. Ouais, bien sûr. Voilà. Curieux. Mais il est bon. Et puis un jour, il y a une de ses joueuses, bam, elle va en équipe de France. Et elle dit, waouh, lui, il est super. Bien sûr. Allô, bonjour, on cherche un truc. Ça se passe que comme ça. Mais ça, il faut le répéter parce que parfois, les étudiants, ils voient pas que ça se passe comme ça. Ils le voient en stage. Mais voilà. Tout à fait. Ou des fois, ils sont réticents aussi au contexte en disant ah, mais c'est des amateurs, on peut pas faire ci. Et faire moi, j'ai même la philosophie de dire si tu es bon avec des amateurs, Bien sûr. mais c'est même encore mieux enfin, en termes de. Tu vois ce que je veux dire? En termes de. Ça veut dire que voilà, tu es un musicien du métro. Puis au niveau pédagogique, c'est des leviers qui sont énormes sur T'as pas de l'apprentissage. matos, t'as rien. C'est ton Il cerveau. faut réfléchir, il faut aller vite, tester le pied. Bah oui, j'ai pas de capteur, mais est-ce que je fais pas le heel race test? Est-ce que je l'adapte pas? C'est toujours des problématiques là. Puis des fois, souvent en pro, on se rend compte que même si on a le bon contexte, on a un entraîneur qui nous dit bah là aujourd'hui, tu as 10 minutes. Ah ouais, tu as le même contexte. Il faut aller vite. Et si tu veux évaluer un petit peu et situer, bah, il faut prendre peut-être le même test. Donc au final, c'est la même chose. Hein. Et du coup, sans faire le procès des universités, mais et surtout peut-être en promouvant l'université de Saint-Étienne, qu'est-ce qui peut être manquant dans les universités? Moi, je suis à Lyon, à l'université de Lyon. Je vois bien un certain manque que je ne décrirai pas, mais sur tous les STAPS. Moi, je suis passé par le STAPS d'Angers. Qu'est-ce qui peut manquer? Par rapport au terrain, tu veux dire? Oui. Ou pourquoi, en fait, les STAPS n'en font pas plus sur ces aspects-là? Honnêtement, c'est mon job. Hein. Donc, je vais pas te dire, je vais pas tirer sur mon job. Des collègues. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a une chose pour laquelle, je vais dire comme ça, je mets tout le monde. On n'est pas responsable. C'est que l'évaluation d'un labo, l'évaluation d'une carrière universitaire, ta promotion, elle est essentiellement basée sur ton output, ta production en recherche. Et la qualité des journaux scientifiques dans lesquels tu publies.
Et donc, c'est très difficile quand tu es sur la performance sportive d'aller taper des journaux de très haut impact, etc. Donc, il y a certaines métriques d'évaluation des chercheurs qui forcent un peu les gens à être plutôt labo que terrain. Ça, c'est la première chose. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, moi, dans ma carrière, je suis confortable. Mais si je suis jeune en début de carrière, entre une étude difficile à publier dans un journal ou alors dans un journal de bas niveau et une étude labo avec peu d'applications terrain où on va me dire « Ouais, mais vous êtes déconnecté », mais que je vais publier dans un meilleur journal, je vais faire ce choix-là. Donc ça, je blâme pas les gens pour ça, je l'ai fait. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement, il y a des gens en STAPS qui sont moins orientés vers la performance que d'autres. Voilà, bien sûr. pas de problème. Mais quand ces gens-là ont des responsabilités en termes de contenu de formation, de pilotage de formation et d'enseignement, eh ben, cette fibre-là qu'ils ont moins que les autres, ils sont très bons sur d'autres trucs. Ils ne peuvent pas la transmettre de la même façon. Tu vois, il y a ces deux problèmes-là. Ouais, je rebondis justement un peu sur cet aspect responsabilité et je pense notamment à la réathlétisation où la plupart des masters, ils s'appellent PPMR avec le R qui parle de réathlétisation. Et moi, mon expérience, c'est on m'a présenté un peu les blessures. On m'a dit, voilà, pubalgie, c'est ça. Derrière, on peut faire à peu près ça. Ne m'énerve pas tout de suite. On t'a lu le bouquin sur Sports Injuries, Voilà, machin. c'est ça. Et Alors, derrière, là-dessus, il y a un pas truc- grand-chose de... Ouais, mais là-dessus, il y a un truc pour moi très clair. Et je suis d'accord avec ça. Il faut accepter de ne pas être la meilleure personne pour former sur quelque chose. Et donc, si dans ton diplôme, il y a le mot réathlétisation, tu as deux solutions. Soit il y a des gens à bord qui ont cette compétence. Et pour moi, la compétence, c'est pas publier sur la réathlée. C'est faire de la réathlée. Voilà. Soit, et donc par exemple, il y a des profils où il y a des kinés. Il y a un collègue à Chambéry qui est de formation kiné, qui a fait un doctorat, qui fait de la recherche autour de la cheville et qui a été recruté à l'université. Bon, lui, tu peux être sûr que s'il y a le mot réathlétisation ou rééducation cheville dans l'enseignement, ça va être costaud. Soit, il faut embaucher des gens, des vacataires, dont c'est le métier, et accepter dans l'équipe pédagogique que ce soit eux les spécialistes de la réathlétisation. Donc moi, souvent, je dis aux étudiants, tu veux aller dans tel diplôme, regarde bien qui enseigne. Regarde pas le titre. Ah, c'est important. Regarde qui enseigne. Est-ce qu'on te parle de kiné? Est-ce qu'on te parle d'ostéo? Est-ce qu'on te parle de gens, etc. Si la réponse c'est non, ça veut dire que la réathlée, elle va probablement être faite par des gens qui n'en font pas. Qui savent peut-être des choses, mais qui vont présenter des choses. Moi, je fais pas de réathlée. Donc, j'enseigne pas la réathlée. Et en licence 3 entraînement, j'enseigne la prépa physique pour éventuellement la prévention des blessures. Mais la gestion, par exemple, des entorses de cheville ou autre, c'est des intervenants, c'est des kinés, c'est des, entre guillemets, qu'on sélectionne, à qui on confie les cours. Et voilà. La partie curative. Et si jamais je dis, attends, non, moi, c'est moi qui vais faire ça, et que je me prends le livre Sports Injuries, machin, il y a d'énormes chances que j'ai ce type d'enseignement. Un enseignement où il va me manquer une roue, en fait. Exactement. Puis les étudiants, ils sont pas fous. C'est ce qu'on a fait, je fais la pub, mais c'est ce qu'on fait chez Formafoot, où on a pris des spécialistes dans chaque domaine. Dans la data, le mec, c'est le spécialiste de la data. Sur la réathlée, on a la chance d'avoir Polo. Et l'enseignement derrière, mais c'est fantastique. Et autant il y a 20 ans, ou quand 30 ans, quand moi j'ai passé mes diplômes, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les podcasts, les machins. Donc tu pouvais transmettre quelque chose que tu n'avais pas, ou quelque chose qui te venait des livres. C'était rare. Ouais, ça, en gros, quand on avait cours avec un tel, il pouvait nous parler de 15 trucs différents. On ne pouvait pas vérifier dans la minute. Aujourd'hui, les étudiants, ils ne sont pas fous. Ils naviguent, ils regardent entre guillemets, le crédit de la personne qu'ils ont en face d'eux. Et tu peux pas... je suis complètement contre le discours qui dit tout le monde peut enseigner tout. Non. Oui, tu peux enseigner tout, mais à un moment donné... En surface, ça va être compliqué. Quoi. Moi, il y a juste pour finir là-dessus, il y a des formations, par exemple, qu'on me demande que je refuse de faire. Non, je ne vais pas venir vous faire un truc là-dessus, en fait. C'est pas ma spé. C'est une belle honnêteté intellectuelle d'où de l'enfermement savoir sur dire le ça. profil force vitesse, etc. Mais l'idée, c'est ça. Désolé. Oui. Ou alors, il faudrait que je me tape de la lecture et tout pendant 3 mois pour essayer d'arriver à un niveau de... Non, je vais... Non, prends quelque chose. Moi, je suis désolé, mais on a fait le pari de faire un podcast avec JB Morin sans parler de profil force vitesse. C'est toi qui vas nous en parler. On n'en a pas parlé. Non. J'ai une dernière question. Vas-y, Polo. C'est pour parler des travaux de Diane et de l'Université de Nice, parce qu'il y a beaucoup de modèles émergents sur la prévention des blessures
ou la gestion du risque de blessure aux ischio-jambiers, dont tu es un spécialiste, qui ont intégré beaucoup de choses. Il y a Jordan Meniguccia, notamment, qui est un Espagnol qui a intégré un modèle qui peut paraître désormais peut-être insuffisant parce que les travaux justement de l'Université de Nice, et notamment Diane Bez, qui a intégré des facteurs psychosociaux, sont une pièce au puzzle encore à ajouter, ton fameux puzzle. Et est-ce que tu penses qu'il vaut mieux tester ce que l'on peut contrôler ou alors plutôt dans cette multitude de facteurs de risque, plutôt prendre une posture un peu de recul et de se dire c'est assez difficile, il y a tellement de choses qui peuvent interférer qu'au final, je ne vais pas faire ça. Alors, ce que tu viens de dire là, c'est le même discours que tout à l'heure. C'est de dire, c'est tellement complexe qu'on ne fait rien. Je déteste ce discours-là. C'est tellement complexe qu'il faut que tu essayes de faire des choses en gardant en tête la complexité. Ça veut dire que, par exemple, si tu es orienté biomécanique, etc., ou gestion de la charge d'entraînement par rapport aux ischios, tu vas le voir avec ce qu'on a discuté avant. Mais, et je l'ai vécu, tu dois laisser la porte ouverte au fait que les explications du phénomène problématique, tu ne les maîtrises pas. Elles ne sont pas dans les 4-5 variables qui sont tes... Tu sais, quand tu as un marteau, tu vois des clous partout. Voilà, ce n'est pas des clous. Peut-être que la posture, elle est parfaite. Peut-être que la charge, elle est très bien gérée. Peut-être que l'athlète, il a de la force. Et il se pète quand même. Parce que sa vie privée est catastrophique. Il est en tension en permanence. Il est insécure. Il a un sommeil, machin. Il faut laisser la porte ouverte à ça. Et le mauvais comportement du scientifique, c'est de dire non, mais non, c'est pas ça. C'est en gros, je le maîtrise pas, donc c'est impossible que ça explique les choses. C'est de dire, ok, moi j'essaie d'expliquer. Et si pour moi il n'y a rien d'évident dans ce que je maîtrise, je laisse la place à peut-être d'autres trucs. Et souvent, tu t'aperçois qu'il y a d'autres trucs. Moi, j'ai vu 1 ou 2 joueurs sur les 5 dernières années où en fait toutes les cases autour des ischios, elles étaient pas mal. La force, tout ça, la Et on se dit, mobilité, entre guillemets, désolé, mais pour moi, pas grand-chose à faire. En fait, tu discutes avec les staffs 1 an après et on te dit, ouais, à cette période-là, il y avait ça, etc. Donc les facteurs on laisse la porte psychosociaux, ouverte. Complètement. ça a tout son intérêt. Et nous, on en était convaincus. C'est pour ça, en fait, c'est une jeune doctorante qui maintenant a fait sa thèse, qui l'a soutenue et qui, en fait, a ajouté au test de screening qu'on faisait en début de saison, un testing très complet, des évaluations psychologiques. Psychosociales Magnifique. au milieu des tests en fait, qu'elle faisait passer plutôt orientés performance ou physique, physiologique. Et on avait trouvé cette approche tellement innovante et tellement intéressante. Et on s'était dit, mais le puzzle, il commence à ressembler à quelque chose. Alors, il y a un Français qui a beaucoup bossé là-dedans, qui s'appelle Vincent Goudbarge, qui est topissime. Lui, pareil, essayez de l'avoir dans le podcast, il est génial, Vincent. Qui est un ancien foot pro de haut niveau et qui a justement commencé ce travail autour des aspects psycho. Il y a des grosses réticences parce que quand le monde de la force, du nordique, du machin, voit débarquer une proposition complémentaire, ça sort les fusils en fait. Parce qu'il faut pas se leurrer, il y a un business derrière les ischios. Une blessure ischio, c'est 200 à 300 000 euros. Bien sûr. Donc, et moi, ce que j'ai adoré à Nice, c'était ça. C'était le labo. Il avait une collaboration, enfin en tout cas, il avait une coexistence de gens qui étaient hyper orientés physio-bioméca et de gens qui étaient hyper orientés psycho, y compris la directrice de l'époque, Fabienne Dary-Plonqueville, y compris avec une grosse connaissance du haut niveau. Voilà. Il y avait des études sur le dopage, et donc cette thèse, elle est géniale parce qu'elle a essayé de mixer des choses qui étaient plus ou moins opposées. Et c'est très souvent, par exemple en football, c'est encore tabou. Et il y a des sports où c'est encore tabou de se dire tes problématiques, elles sont dues à plutôt l'aspect psychosocial des choses. Parce que quand on dit ça aux gens, on met en avant des faiblesses. Et que voilà, j'en ai beaucoup parlé avec un ostéo de Lyon qui fait un podcast sur l'ostéo. En fait, en gros, le joueur, c'est pas que la machine qui court, en fait, ou la joueuse. Et on salue Étienne. Ouais, c'est important. Parce que voilà, sur la table de l'ostéo ou du kiné, il se passe d'autres choses que le test... Le test de mobilité. Pour avoir la chance de travailler en individuel avec des joueurs depuis 20 ans, tu sais à peu près quel joueur va se péter ou pas en fonction de ça. Exactement. Ouais. Le nombre de psoas, vous ne vous rendez pas compte, le nombre de psoas qui sifflent quand tu sais qu'à la maison ça merde, quand tu sais que c'est incroyable. Ouais. Alors après, ça siffle peut-être par les conséquences dans la gestuelle du stress
etc. C'est-à-dire qu'on peut in fine revenir sur du mécanique. Bien sûr. Mais l'idée, c'est ça, c'est que le mécanisme causal, il est peut-être Et là-haut. différent. Et il y a plein de buts de l'entraîneur. Et l'un des buts de l'entraîneur, et peut-être même plus du réathlétiseur, si on y accole la notion préventive, c'est de chercher les étiologies possibles. Et c'est là, en fait, Ouais. que moi, je trouve ça magnifique. En fait, il y a plein d'hypothèses. Ouais. Et on va chercher dans chacune des Ouais, hypothèses. ouais. Et c'est Et magnifique. il faut quand même se détendre un peu et il faut admettre que Ah, bien sûr. les explications, un, on les maîtrise pas, et deux, on les connaît pas. Et trois, peut-être on peut pas les connaître. Parce que, voilà, faut pas non plus, c'est pas tout quoi. Le je sais pas, à un moment donné, Ouais. il faut le sortir. Hein, Pour certains, c'est dur, mais Ben ouais, bien sûr, mais je sais pas, c'est peut-être le meilleur service que tu peux rendre aux Ouais. joueurs. Parce que si tu dis je sais, c'est ça et que tu te trompes, ben, Bing. tu vas C'est peut-être pour toi. enfoncer le joueur plus que le sortir. Quoi. Ouais, puis c'est peut-être tout autre, mais les modèles statistiques, on avait essayé de créer un modèle statistique pour Ouais. l'ensemble des blessures, pour essayer d'expliquer une partie de la variance de la survenue d'une blessure. Si, Ouais. on avait des résultats qui étaient Ouais. assez satisfaisants, de 0,6, 0,7 en sensibilité spécificité. Mm. C'était intéressant, Ouais. mais encore une fois, c'est sûr. Pardon. Mais ouais, on n'arrivera pas au 100, et tant mieux. Et heureusement, il faut laisser Ouais. une part aussi à la gestion humaine, etc., quotidienne. Donc, moi, j'avais trouvé ça génial de s'intéresser aux Ouais. statistiques. bien sûr. Est-ce qu'on enchaîne sur une dernière partie ou- Ouais, rapide, parce que le rapidement, pop JB, pour il est conclure. 20h43. Le pub, non, mais surtout le pub, la bière. 5 minutes la dernière Ouais, partie. ça va. Allez. C'est un peu plus justement sur la carrière et Ouais. si je rebondis là sur quand tu disais que tu as passé tes diplômes il y a de ça 20 ans. Maintenant, tu as plusieurs casquettes. Tu me corriges, hein, mais scientifique, consultant, professeur. Ouais. Il y en a d'autres qu'on peut citer. Qu'est-ce qui, toi, comment tu arrives à trouver du lien un peu dans ces différentes facettes et qu'est-ce qui, aujourd'hui, toi, t'anime un peu enfin, comment tu te retrouves un peu dans chacun de ces... Ouais. Chacun de ces... Alors aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de faire dialoguer ces casquettes. Et c'est pour ça que j'ai repris une casquette de coach, alors coach au sens très large du terme, hein, pour travailler spécifiquement avec certains athlètes, certains joueurs. Parce que l'idée, c'est j'ai un levier pour chercher des choses à l'université, essayer de répondre à des questions. J'ai un levier pour les enseigner et former des gens à les utiliser, donc de la translation. J'ai un levier pour les tester moi-même sur le terrain et les mettre face à la réalité avec certains athlètes avec qui je travaille. On travaille par exemple avec un marcheur, un gars qui fait de la marche athlétique, le meilleur français actuellement, sur une problématique très spécifique autour de son pattern de marche. Et donc l'idée, c'est d'aller faire une séance avec lui, de regarder les choses, de guider les gens. Et puis après, il y a la casquette, on va dire, globale de tout ça, qui me va très bien. Mais j'essaie d'équilibrer les choses. Et le consultant, c'est en fait, l'idée, c'est simple, c'est de donner du conseil aux gens sur la base de cette expérience ou cette connaissance. Parfois, le rôle de consultant, il fait appel à des choses qui datent plus de ma formation en athlétisme que de mes 2 derniers articles, clairement. Ouais. C'est peut-être aussi la conséquence des autres facettes qui arrivaient à un moment Oui, bien sûr. de la carrière. Je partage, maintenant, plus j'avance, moins mes formations, elles ont de diapos, par exemple. Avant, j'étais PowerPoint addict, machin. En fait, là, l'idée, c'est de dire, en fait, on va discuter. La diapo, elle va nous servir de support. Mais déjà, on va faire beaucoup de pratiques. Moi, j'interviens quasiment plus s'il n'y a pas de pratique. Et je veux que les gens, ils se fassent mal aux pieds, en fait. Comment tu leur expliques passer des diapos avec des exos enlève tes chaussettes et on va faire les exos. Exactement. Donc, et plus il y a de partage d'expérience. J'enlève pas le fondement de recherche. Non, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça. Quoi. Alors moi, j'ai une question qui va être hors contexte, mais face à toutes ces casquettes, comment tu gères ta vie familiale? Oui, j'ai l'impression bien. Ok. Ouais, j'ai l'impression bien. En fait, comment dire, j'essaye, alors depuis que j'ai des enfants, parce que là, voilà, j'essaye d'être à 100% quand je suis à la maison. Ok. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, hors exception, mais ma femme c'est pareil, donc hors exception, j'ai pas de truc en marge de la vie familiale, premièrement. Et le deuxièmement, c'est on a un peu des deals avec le nombre de voyages, d'indisponibilité que je régule sur l'année. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, si tu veux m'inviter à faire un week-end de formation, ce sera novembre. Ouais, bien sûr. Parce que je ne vais pas le caler en juin alors que j'en ai déjà un.
Ouais. Voilà. Ah ouais. Donc j'ai des règles en fait, je m'applique des D'accord. règles. Super. Et voilà, tout mon temps qui n'est pas sur ces casquettes-là, c'est du familial. temps familial. Ok. Ma pratique sportive, elle reste conséquente, mais j'ai plus d'objectifs de compète. Mm. Ouais. J'ai explosé à Nice. À Nice, j'ai explosé. Ah ouais. J'ai pris un poste de professeur. J'ai commencé à faire du triathlon, du trail, et j'avais un bon niveau amateur, donc Ok. c'était un kiff. Ouais. Donc je me suis mis des charges d'entraînement dignes d'un bon amateur. J'ai explosé. Il y a eu un trail, je me suis fait doubler par tout le monde, je suis rentré chez moi, je suis allé Ok. Ouais. T'as senti donc, que tu vois, c'était la et je limite. me suis dit, Ouais. bon, ok. Ouais. Mais Il faut on va l'équilibre. toucher. Ok. Mais il faut de l'organisation. Ouais. Et il faut accepter de dire non aux gens. Bien sûr. J'ai Il y un a des- Lester Spellman, un prépa américain très, Ouais. très, très bon. Ah oui, D'accord. ouais. Il dit comme ça, quand je te dis oui à toi, je dis non à ma fille. Et ouais. Je trouve ça bien Ouais, comme c'est ça. clair. Parce que si tu gardes ça On en tête, rappelle, bien sûr. tu vois, tu gères pas les Et choses. ouais, Ouais, c'est carrément. Parce que tu pourrais dire oui à tout le monde. Tu dis, ah, Ouais, putain, ouais. c'est trop bien, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mm. dire que tout est une bonne Ouais. expérience. Mm. mais- Et surtout, dernier point, dans ma vie perso, je gère scrupuleusement mon sommeil. Ok. C'est une priorité. D'accord. Alors j'ai de la chance, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Mhm. Mais par contre, mon sommeil, c'est la priorité. D'accord. Et quand je sais que demain, j'ai une grosse journée, un machin, 9h30, je suis couché avec mes gamins, 9h30. Ok. Et donc ça, c'est important Ouais, parce ouais, que bien sûr. sinon, Bien sûr. ça passe Explose. pas. Ouais. Toutes les fois où je suis intervenu, quelle que soit l'intervention, fatigué, ouah, c'est chaud. Mm. Donc voilà, la règle d'or, c'est ça. C'est donc ça le secret. Ouais. Ouais. Et par contre, dans gérer le sommeil, ça veut dire les grands principes de bien dormir. Ouais. La chambre, la lumière, La température, table. Moi, très souvent, c'est la vieille blague que tu vois sur Instagram. Même, tu m'envoies un message à 22h, je vais répondre à 5h30. Hein. Mhm. Voilà. Mon portable, il est off. Donc, il y a certains trucs. Bravo de le faire. Mais c'est en quelque Ouais, sorte- ouais. C'est 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 en quelque sorte de la volonté. Hein. C'est de la performance Mm. aussi Mais, d'un côté. C'est voilà, c'est- Les mails, pareil. Moi, tu m'envoies un mail à 22h. Tu me l'avais envoyé à 6h le lendemain. Hein. Ouais. Quand je vois des collègues qui se répondent le dimanche après, je me dis, ah, c'est chaud quand même. Ouais. Non, mais Non, mais Ouais, c'est clair. Bien sûr. comment tu gères ton temps voilà. Ouais. Ah ouais. Moi, je suis en plein dedans dans ces réflexions compliqué, où, en contexte club, où pour le coup, je suis en Ouais. académie, où on a des groupes staff, etc. Ouais. Et en fait, où on travaille du lundi au samedi, nous, les staffs Ouais. terrain. Et Mm. puis le dimanche, en fait, on a des fois juste les administratifs qui mettent des messages. Ouais. Ah, bah c'est quoi le résultat? Ah, bah Ouais. c'est quoi ça? Ah, lundi, on fait comment? Ouais. Et toi, tu es là, les gars. Ouais, c'est On est très- dimanche, là, il faut. c'est un vrai enjeu. Ouais, C'est un vrai ouais. enjeu C'est- du haut et niveau, puis je pense. c'est- Ouais. Le Ouais. temps. Et c'est c'est un là où vrai des enjeu. fois, on voit aussi la différence dans les structures ou dans l'expérience de la personne. Mm. Et c'est clair que Peut-être un d'un facteur côté, qui c'est de la fait que ça dure performance pas. et. Et dernier truc, parce que je pense que c'est aussi des conseils. Bien sûr. Quand je discute avec les étudiants, elle revient souvent cette question. Ouais. C'est l'agenda. En fait, c'est Ouais. protéger les choses. C'est-à-dire, pour faire simple, j'ai un truc mi-mars, je dois rendre un rapport 4 jours avant. La plage de travail de ce rapport, de la lecture de la thèse, elle est déjà dans mon agenda. Mm. Ok. Et elle est non négociable. Ouais, ouais. Ça veut dire que si 2 jours avant, tu me dis quand est-ce qu'on peut se discuter au téléphone ou quand est-ce qu'on peut faire une visio, je vais te Pas répondre possible. sur une plage Après. qui est après Ouais, ça. bien sûr. D'accord. Parce que si je dis je peux pas lui dire non, Ouais, machin, bien sûr. ben, je vais mettre un truc à la place de l'autre Je suis case d'accord. et derrière, Ouais, soit je vais me mettre en stress, Ouais, soit ou je vais être en perdre retard. Enfin, tu vois, voilà. ou- Donc, ouais. Et ça, c'est important, Ouais, je suis la d'accord. planification. Mais tu le sais, hein, c'est la planification de l'entraînement. Non, Ça non, mais vient de là. c'est- au final, ça Mais revient, voilà, c'est des de grands dire, principes. il y a des choses qui sont non négociables. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais pas quand est-ce qu'on a décidé de faire ce podcast-là. Il y a 3 semaines au moins. Voilà. hein. Donc j'ai dit, ok, cette journée-là, elle est cool. Le lendemain, demain, j'évalue les étudiants dans leur séance ischio. Ouais. Donc ça me demande pas un niveau. On le fait. L'animation. Et on prévoit d'aller manger ensemble. C'est magnifique. C'est de la gestion. Magnifique. On se quitte sur quoi, les amis? Bah, Qui de bons amis déjà On se quitte déjà bons amis. Peut-être. Sans force vitesse. Sans force vitesse. Alors, le profil Justement. Non, Non. top. On va aller boire une bonne bière. Ouais, et, ouais. Sûr. et merci beaucoup, JB. Vraiment. Avec Ouais, plaisir. Merci pour tout. Super, Encore. merci.